Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'association Savlaise pour la culture et du Festival Simenon, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir, vous, aujourd'hui, et d'accueillir un lecteur d'immense qualité aujourd'hui dans cet écrin magnifique que constitue le prieuré Saint-Nicolas. C'est une dernière occasion pour vous d'ailleurs de voir les affiches qui ont été amenées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, belge, donc ce sont les 37 affiches de films, longs métrages qui ont été tirés d'ouvrages de Simenon. On va malheureusement devoir les démonter aujourd'hui. Regardez rapidement après la prestation. Notre lecteur de ce jour, mais voilà, a-t-il besoin vraiment de le présenter? Sans doute que non. Du comique au tragique, du léger au sombre, un vrai talent. De l'ombre à la lumière. Un vrai comédien. Mesdames et messieurs, il va conjuguer son talent avec celui de Georges Simenon, Bruno Solo. Alors, déjà, je vais vous expliquer mon choix. J'ai choisi de vous lire les 2 premiers chapitres de La vérité sur Bébé Donge, qui est un des Simenon que je préfère dans ces romans durs, parce qu'il est peut-être le premier roman où on décèle chez Georges Simenon cette faculté peut-être, même si on lui a souvent reproché, on l'évoquait tout à l'heure lors de la matinée, ce rapport un peu particulier, on ne va pas s'étaler là-dessus, qu'il avait aux femmes. En tout cas, dans ce roman, il montre à quel point il était lucide sur la condition féminine dans les époques qu'il avait traversées. Il a quand même écrit pendant 40 ans, presque 50 ans sans discontinuer. Il était d'une grande lucidité sur la place des femmes, ce qui ne l'empêchait pas d'être un homme de son époque, avec tout ce que ça comporte d'attitudes même un peu bourgeoise, installée, convenue, mais pour autant il était lucide sur la difficulté que pouvaient avoir les femmes à exister, à côtoyer des hommes qui s'imaginaient peut-être plus puissants qu'ils ne l'étaient. C'est tout le cœur de l'œuvre de La vérité sur Bébé Donge. C'est une femme, pour ceux qui connaissent l'œuvre, il y a eu un film magnifique d'ailleurs, avec Jean Gabin et Daniel Darieux. C'est une femme qui va se venger du désamour d'un homme et qui va se venger presque sans cacher. Et comme on le disait ce matin, dès la première phrase du roman, on est tout de suite dans l'ambiance, dans une ambiance de calme avant la tempête. En quelques phrases, vous allez voir à quel point il a cette faculté, Simenon, à nous poser une ambiance assez solaire. Des fois, on parle souvent on définissait Simenon tout à l'heure en disant définissez votre style, et il disait il pleut. Voilà, c'est ça mon style. Là, pour le coup, il fait soleil, il fait très beau, c'est une journée lumineuse. Nous sommes installés dans un jardin bourgeois, d'une maison qui n'est pas moins. Et Simenon va installer en quelques phrases le drame à venir. Je trouve ça magnifique au niveau du style. Et en plus, on voit aussi, ça je me permets en tant qu'acteur de le dire, son style cinématographique, parce qu'on va voir le point de vue dans le premier chapitre général, ce qu'on appelle le point de vue général du lecteur, de celui qui pourrait observer la scène. Et dans le deuxième chapitre, je m'arrêterai au milieu du deuxième chapitre, parce qu'il est question aussi de vous donner envie, pour ceux qui ne connaîtraient pas Simenon, de lire Simenon. On n'entend pas bien? On faisait signe. On n'entendait pas bien? Vous m'entendez tous? Si. Et il est question aussi de vous donner envie de lire Simenon en règle générale, et ce livre en particulier. Donc vous allez voir dans le deuxième chapitre, il montre le point de vue d'un autre personnage sur la même scène que je vais vous lire. Et ça, c'est fabuleux, cette faculté qu'il a à se mettre à distance des personnages et à montrer un autre point de vue. Voilà, je vais commencer la lecture. Je m'en vais de silence, pas nécessairement pour moi, mais par respect pour l'œuvre et pour Georges Simenon. N'arrive-t-il pas qu'un moucheron à peine visible agite davantage la surface d'une mare que la chute d'un gros caillou? Ainsi en fut-il ce dimanche-là à la Châtaigneraie. D'autres dimanches, pour les Donges,
sont restés en quelque sorte historiques, comme le dimanche de l'orage, quand le hêtre s'est abattu 3 minutes après le passage de maman. Ou encore le dimanche de la grande dispute, celle qui a brouillé les 2 ménages pour plusieurs mois. Ce dimanche-là, au contraire, qu'on pourrait appeler le dimanche du grand drame, s'écoula avec la limpidité et le calme d'un ruisseau en plaine. François Donge s'éveilla vers 6 heures, comme chaque fois qu'il était à la campagne. Sa femme ne l'entendit pas quitter la chambre sur la pointe des pieds, ou, si elle l'entendit, elle ne battit pas des paupières. On était le 20 août, le soleil était déjà levé, le ciel d'un bleu lavé d'aquarelle, l'herbe humide et odorante. Dans la salle de bain, François se donna tout juste un coup de peigne et descendit en pyjama et en sandales, pénétra dans la cuisine où Claude, la cuisinière, à peine plus vêtue que lui, versait lentement l'eau bouillante dans la cafetière. « J'ai encore été dévoré des moustiques », dit-elle en montrant ses cuisses blêmes étoilées de rouge. Il but son café et gagna le jardin. À 10 heures, il y était toujours. Qu'y fit-il au juste? Oh, rien de mémorable. Dans le potager, il remarqua que beaucoup de pieds de tomates étaient à redresser. Pensez à dire le lendemain à Papo, le jardinier. Lui rappeler ainsi de ne pas laisser le tuyau d'arrosage zigzaguer en travers des chemins. Quant aux haricots verts, on les cueillait décidément toujours trop gros. Au premier étage de la maison, une tête de gamin parut à la fenêtre. François agita la main pour dire bonjour à son fils, et l'enfant fit de même. Il était en robe de chambre blanche, sous ses grands cheveux en broussailles, le visage paraissait plus mince, plus diaphane, les yeux plus cernés. Il avait de son père le nez long et de travers. C'était frappant. Rien qu'à cause de ce trait, François ne pouvait le renier. Pour le reste, l'enfant ressemblait à sa mère, dont il avait la fragilité. Cette apparence de fine porcelaine, jusqu'au bleu des yeux, qui était un bleu porcelaine. Il était peut-être 9 heures quand François vit arriver son fils, une canne à pêche à la main. « Remets-moi mon hameçon. » Jacques avait 8 ans, de longues jambes maigres, des lèvres roulées de fille. « Ta mère est levée ?»« Je sais pas. » Et le gamin descendit vers le ruisseau. Il n'avait jamais rien attrapé. Le hasard pourtant voulut que ce dimanche-là, un petit poisson s'accrocha au bout de sa ligne. Il n'osait pas y toucher. Il haletait presque, effrayé. « Papa, un poisson, viens vite !» Enfin, François Donge, toujours en pyjama, les sandales humides, allait se diriger vers la serre, quand la cuisinière parut au bout du chemin. « Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Vous avez oublié les champignons. Je ne peux pas préparer mes poulets bonnes femmes sans champignons, et on n'en vend pas au bourg. Vous êtes sûr de m'avoir demandé les champignons? Ah, je suis sûr de les avoir mis sur la liste. Et ils n'étaient pas dans la voiture. Bon, tant pis. » Il alla s'habiller, écouta la porte de sa chambre, si sa femme ne dormait pas. En tout cas, elle ne faisait pas de bruit. François Donge n'était pas grand. Il était mince, mais dur, solide, avec des traits fins et ce fameux long nez de travers si caractéristique. Des yeux assez malicieux. « Ne me regarde pas avec cet air de te moquer du monde », lui répétait souvent sa femme. Bébé Donge. Bébé. Quelle idée de l'appeler bébé. Après 10 ans de mariage, il ne s'y était toujours pas habitué. Enfin, puisque sa famille l'avait toujours appelé ainsi, et ses amis, et tout le monde. Sortir l'auto du garage, en descendre pour ouvrir la barrière blanche, puis pour la refermer. Il n'y avait que 15 km pour la ville. Beaucoup de vélos sur la route, on les remarquait surtout dans la côte du Bel-Air, parce que les cyclistes étaient obligés de marcher en poussant leurs machines. Puis le pont, la rue du Pont-Neuf, toute droite, coupée en deux par le soleil, avec seulement 4 ou 5 personnes sur plus d'1 kilomètre de trottoir. Les volets baissés des boutiques et les enseignes qui ressortaient davantage que les autres jours, la grande pipe rouge du bureau de tabac, l'énorme montre de l'horloger, le panonceau de l'huissier. Tiens, justement, l'huissier était en train de mettre sa voiture en marche. Et l'épicerie du centre, ombragée par un grand vélo, odeur de pain d'épices. L'épicier en blouse écrue. Lui aussi, tout à l'heure, entasserait sa famille dans l'auto qui servait à faire les livraisons.
Mettez-moi un petit sac de bonbons pour mon fils. Ah, monsieur Jacques, il va bien? À la campagne, il doit profiter. Et madame Donge, alors? Elle ne s'ennuie pas toute seule? Ce sac de bonbons, en fait, François oublia de le donner à son fils. Et ce fut longtemps plus tard, 3 semaines au moins, qu'en remettant le complet qu'il portait ce jour-là, qu'il le retrouva, tout collant, dans sa poche. 3 semaines plus tard. On dit dans 3 semaines, bien il y a 3 semaines, et on n'imagine pas ce que 3 semaines peuvent contenir. Celui qui aurait annoncé que 3 semaines plus tard, bébé Donge serait en prison, la femme la plus délicate, la plus jolie, la plus gracieuse. On ne parlait pas d'elle comme on parle de quelqu'un d'autre, comme par exemple on parlait de sa sœur, Jeanne. Si l'on disait « j'ai rencontré Jeanne hier chez la modiste », on prononçait ces mots naturellement. On avait rencontré Jeanne Donge, simplement une petite femme active, boulotte, toujours en mouvement, la femme de Félix Donge, car les 2 sœurs avaient épousé les 2 frères. J'ai vu Jeanne hier, ce n'était pas un événement. Prononçait-on par contre, je suis allé à la Châtaigneraie et j'ai vu bébé Donge, on se croyait obligé d'ajouter quelle femme délicieuse. Ou encore, elle est plus séduisante que jamais. Ou il n'y a personne pour s'habiller comme elle. Bébé Donge, un pastel, un être aérien, immatériel, sorti d'un recueil de poésie. Bébé Donge, en prison. François remontait dans sa voiture, hésitait à s'arrêter au café du centre pour prendre l'apéritif et décidait de ne pas le faire par crainte d'arriver en retard avec les champignons. Dans la côte, il dépassait l'auto de son frère. Félix était au volant. Leur énorme et digne belle-mère, à tous deux, Madame de Haudeville, son défunt mari avant leur mariage écrivait son nom, Donneville. Elle était donc assise à côté de lui, vêtue comme toujours de choses vaporeuses. Derrière, Jeanne avec ses 2 enfants. Bertrand le gamin, qui avait 10 ans, se pencha à la portière et agita le bras au passage de son oncle. Les 2 voitures atteignirent l'une derrière l'autre le portail de la Châtaigneraie. Madame Donneville remarqua « Je ne vois pas l'utilité de nous dépasser ». Puis, sans transition, en observant les fenêtres ouvertes de la maison, « Bébé est-elle levée ?» On attendit bébé Donge une bonne demi-heure. Elle avait passé 2 heures à sa toilette, comme d'habitude. Bonjour maman. Bonjour Jeanne, bonjour Bertrand, bonjour Félix. Il faisait chaud, le soleil était un peu sirupeux, l'herbe crépitante de sauterelles. De quoi parle-t-on à la table? En tout cas du docteur Jalibert, qui faisait construire une nouvelle clinique. Ça change tous les 5 minutes. Pardon? On va mettre une musique sur... Ah, c'est dehors, excusez-moi. J'étais troublé, je croyais que c'était quelqu'un dans la salle. Excusez-moi. Oui, mais j'ai cru que c'était... Alors, remettons-nous dans l'atmosphère. Il décrit maintenant le jardin. Je recommence. Il faisait chaud, le soleil était un peu sirupeux, l'herbe crépitante de sauterelles. De quoi parla-t-on à table? En tout cas du docteur Jalibert, qui faisait construire une nouvelle clinique. C'est évidemment Madame de Haudeville qui parla du docteur Jalibert, et elle ne manqua pas de jeter un coup d'œil à bébé Donge, sa fille, puis à François. Pour un peu, elle aurait dit à sa fille « Ah, tu ne sais donc pas que ton mari est la belle Madame Jalibert ?» Ah, mais toute la ville est au courant. Certains prétendent que Jalibert lui-même le sait et ferme les yeux. Toujours est-il que bébé Donge ne tressaillit pas au nom de Jalibert. Elle mangeait délicatement, le petit doigt écarté. Ses mains étaient des œuvres d'art. Écoutait-elle? Pensait-elle? Tout ce qu'elle dit au cours du repas, ce fut « Mange proprement, Jacques ». Il y avait là 2 frères et 2 sœurs dont le sort avait fait 2 ménages. D'ailleurs, en ville, on disait couramment « les frères Donge ». Peu importe lequel des 2 on avait vu, avec lequel des 2 on avait traité, François et Félix se ressemblaient comme des jumeaux, bien qu'il y eût 3 ans de différence entre eux. Félix, comme son frère, avait le fameux nez des Donges. Même taille et même corpulence, ils pouvaient mettre les complets l'un de l'autre, et ils s'habillaient de la même façon, presque toujours dans les tons gris. Ils n'avaient besoin de rien dire.
On sentait qu'ils vivaient toute la semaine ensemble, qu'ils travaillaient à la même affaire, dans les mêmes ateliers, dans les mêmes bureaux, qu'ils voyaient les mêmes champs et avaient les mêmes soucis. Peut-être Félix était-il un peu moins consistant que François. François était le chef, cela se sentait au moindre détail. Or, c'était Félix qui avait épousé la remuante Jeanne, qui, entre deux plats, allumait déjà une cigarette en dépit du regard réprobateur de sa mère. Jolie éducation que tu donnes à tes enfants. Oh, si tu crois que Bertrand ne fume pas en cachette, je l'ai surpris avant-hier qui chipait des cigarettes dans mon sac. Bah, si je te les avais demandées, tu ne me les aurais pas données. Donc tu entends. Madame de Honneville ne pouvait que soupirer. Elle n'avait rien de commun, elle, avec les frères Donge. Elle avait passé la plus grande partie de sa vie à Constantinople, où son mari était directeur des docks. Elle vivait là-bas, dans un monde raffiné, parmi les diplomates et les personnalités de passage. Ce dimanche encore, elle était habillée comme pour un déjeuner dans quelque ambassade de Thérapia. « Marthe, vous me servirez le café et les liqueurs au jardin. » Les fauteuils de rotin, à l'ombre d'un grand parasol orange, l'allée de briques pilées était d'un rouge ardent. Jeanne choisit un fauteuil transatlantique et s'étendit de tout son long, alluma une nouvelle cigarette dont elle le lançait les bouffées vers le ciel qui tournait, lui, au violet. « Tu me serviras de la prunelle, Félix ?» Pour elle, les dimanches de la Châtaigneraie sentaient la prunelle dont elle buvait 2 ou 3 verres après le déjeuner. Bébé Donge versait le café dans les tasses et en tendait une à chacun. « Un morceau de sucre, maman? Et toi, François? 2? De la fine, Félix. » Cela aurait pu être n'importe quel dimanche. Une heure molle, des vols de mouches, des phrases paresseusement échangées, Madame de Honneville qui parlerait de ses placements. Il y avait un peu moins d'une heure qu'on avait pris le café quand François se leva et se dirigea vers la maison. « Où vas-tu » questionna Bébé Donge sans se retourner. « Je reviens. » À mesure qu'il avançait, il accélérait l'allure. On entendit des portes claquer, des bruits dans la salle de bain. « Il souffre de l'estomac » s'informa Madame de Honneville. « Je ne sais pas, d'habitude il gère tout. » Depuis quelques minutes, je le trouvais pâle. On n'a pourtant rien mangé d'indigeste. Quelques minutes s'écoulèrent en silence, puis soudain, on entendit la voix de François qui, de la maison où il était invisible, appelait « Félix !» Il y avait une sonorité si étrange dans cette voix que Félix se leva d'un bond et s'éloigna en courant. Madame de Honneville contempla les fenêtres ouvertes. « Enfin, je me demande ce qu'il a. Que pourrait-il avoir ?» murmura Jeanne, toujours étendue, perdue dans la contemplation de la fumée de sa cigarette qui se délayait dans le violet du ciel. On dirait qu'on téléphone. Les bruits arrivaient très nets de la maison. On tournait en effet la manivelle du téléphone. « Allô? Mademoiselle, je sais que le bureau est fermé, mais c'est urgent. Voulez-vous me donner le numéro 1 à Ornay? Le docteur Pinault, oui. Vous croyez qu'il est à la pêche? Appelez-le quand même. Allô, je suis chez le docteur Pinault. Ici, la Châtaigneraie. Vous dites qu'il est rentré? Alors qu'il vienne tout de suite, en urgence, ici. Oui, peu importe, oui, c'est très urgent. Mais non, madame, qu'il vienne comme il est. » Les 3 femmes se regardèrent. « Tu ne vas pas voir » s'étonna Madame de Honneville, tournée vers Bébé Donge. Celle-ci se leva et marcha vers la maison. Elle ne resta absente que quelques minutes, et quand elle revint, elle avait son calme habituel. Ils sont enfermés tous les deux dans la salle de bain, ils n'ont pas voulu me laisser entrer. Félix prétend que ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Le docteur arrivait en vélo, vêtu de son complet de toile brune qu'il avait mis pour aller à la pêche. Et à mesure qu'il avançait dans l'allée rouge, on voyait mieux son étonnement de trouver les 3 femmes tranquillement installées sous le parasol. Il y a eu un accident? Ah, je ne sais pas, docteur, mon mari est dans la salle de bain, je vais vous conduire. La porte s'entrouvrit pour laisser passer le docteur. Il se referma devant Bébé Donge, qui resta immobile sur le palier. Exaspérée, Madame de Honneville s'était levée et marchait de long en large en plein soleil. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous les deux là, à ne rien dire. Et Bébé, que fait Bébé? Elle ne revient pas non plus. Mais calme-toi, maman, tu vas encore avoir des vapeurs. À quoi cela sert-il de t'agiter? La porte de la salle de bain s'ouvrit une fois encore. Le docteur, en manche de chemise, l'air effaré et affairé, commanda à Bébé Donge, qu'il trouva debout dans la pénombre: « Faites monter de l'eau bouillie, le plus possible. »
Bébé descendit à la cuisine. Elle portait une robe de mousseline vert pâle. Ses cheveux étaient d'un blond éteint. « Claude, il faudrait monter de l'eau bouillie dans la salle de bain. »« J'ai vu arriver le docteur. Monsieur est malade ?»« Je ne sais pas, Claude. Montez toujours de l'eau bouillie. Il en faut beaucoup ?» Le docteur a dit le plus possible. Quand la cuisinière porta les 2 brocs d'eau, elle ne fut pas admise dans la salle de bain, dont la porte ne fit que s'entrebâiller. Cependant, elle vit un corps étendu à même carreau, ou plutôt, elle ne vit que les jambes et les pieds, et elle en fut plus impressionnée que si elle avait aperçu un cadavre. Dans le jardin, Madame de Honneville, debout, fixait les fenêtres du premier étage. « Tu ne peux pas me passer mes cigarettes, maman ?» À tout autre moment, Madame de Honneville se serait indignée de voir sa fille affalée dans un fauteuil transatlantique lui réclamer à elle, sa mère, les cigarettes posées sur la table. Elle lui passa l'étui sans s'en rendre compte. Elle suivait des yeux bébé qui venaient de paraître sur le perron et qui s'avançaient de sa démarche habituelle. « Eh bien, je ne sais pas. À présent, ils sont enfermés tous les 3. Et tu trouves pas ça étrange ?» Alors seulement, bébé Donge marqua une légère impatience. « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? J'en sais pas plus que toi !» À ce moment précis, Jeanne s'agita dans son fauteuil, essayant de voir sa sœur. Cela surprenait d'entendre la voix de bébé ainsi haussée d'un ton. Mais bébé n'était pas dans le champ de son regard, et elle n'insista pas. Devant elle, dans le vert de la pelouse, des géraniums d'un rouge sang, une guêpe bourdonnée. Madame de Honneville poussait un long soupir d'inquiétude. Pourquoi les hommes là-haut fermaient-ils les fenêtres de la salle de bain? Et à l'instant où ces fenêtres se refermaient, c'était Félix qui s'en chargeait, n'avait-on pas entendu la voix de François qui disait « Je ne veux absolument pas, docteur !» Les cloches sonnaient vêpres. Maintenant, il était sûr de ne pas se tromper. Cela n'avait été qu'une intuition, soit, mais presque plus tangible qu'une preuve. Et au moment même, il n'y avait pas pris garde. Il était resté dans son fauteuil de rotin, les yeux mi-clos, le corps engourdé par le repas et par le soleil. La netteté de son souvenir était surprenante, comme si, pressentant l'importance de cette minute dans l'avenir, il eût photographié la scène. C'était en effet un effet de contre-jour. François, dans son fauteuil de jardin, était un peu en contrebas et la réverbération du soleil sur la brique rouge de l'allée donnait des tons chauds à tout ce qu'il voyait. Sa belle-mère était à gauche, assez près de lui, de demi-profil, et, sans la regarder, il gardait sur sa rétine la tache violette de son écharpe de voile. Un peu plus loin, Jeanne, en blanc, était tendue de tout son long dans le transatlantique. La table faisait face à François avec son parasol orange et ses franges. Marthe, qui venait de déposer la cafetière et les tasses, s'éloignait dans la direction de la maison. On entendait ses pas sur la brique pilée. Quant à bébé, elle était debout devant la table. C'est elle que François regardait de ses petits yeux malicieux que tant de gens trouvaient durs. Est-ce parce qu'il ne voulait voir les choses que telles qu'elles sont? Sa femme, au ridicule surnom de bébé par exemple, elle était de dos. Elle versait le café dans les tasses, et autant que François en pouvait en juger par la position du bras, car elle cachait ce qui se trouvait devant elle, il est certain qu'à cet instant, elle était gracieuse. Une silhouette flexible, un peu nonchalante, que soulignait tout à son avantage la robe vert pâle commandée à Paris. Au fait, si à cette minute François fit attention à sa femme, ce fut à cause de la robe. Il remarqua en effet qu'elle était assez transparente. À contre-jour, on voyait nettement les 2 fuseaux des jambes et des cuisses et on distinguait l'endroit exact où s'arrêtait le linge. Les jambes amenèrent l'image des bas de soie ultra fins que bébé s'obstinait à porter, fût-ce à la campagne, et cette femme, qui depuis des mois n'avait pas eu l'occasion de se dévêtir devant un homme, portait du linge plus raffiné qu'une grande coquette. Voilà ce qu'il pensa d'abord simplement, un homme pratique, comme on constate qu'une évidence. Il n'en était ni outré, ni chagrin. Sa seconde pensée, amenée par la première, par un souvenir de nudité, fut que bébé pouvait être gracieuse. Jolie de visage, elle n'en avait pas moins un corps fade, sans élan, sans consistance, et sa peau était d'une pâleur peu engageante.
Un morceau de sucre, maman? Au fait, non. Avant cela, elle avait déjà prononcé une phrase que François retrouvait dans sa mémoire et qui aurait dû le frapper. Jeanne, étendue comme une odalisque et qui venait d'allumer une cigarette, avait dit « Tu me serviras de la prunelle, Félix ?» Félix n'était pas dans le champ du regard de François. Sans doute était-il derrière celui-ci. Logiquement, il aurait dû s'approcher de la table. Or, bébé était intervenu assez vivement. « Ne te dérange pas, Félix, je vais le faire. » Pourquoi, alors qu'elle aimait mieux être servie que servir, pour que personne ne voie ce qui se passait sur la table? Celle-ci était placée de telle sorte que d'un seul côté des fauteuils groupés, que bébé n'avait personne devant elle. C'était peu après qu'elle avait demandé « Un morceau de sucre, maman ?» François n'avait pas tressailli, il n'avait pas froncé les sourcils, c'était beaucoup plus léger, presque inexistant. Ses prunelles, simplement, avaient légèrement bougé, juste de quoi apercevoir Madame de Honneville. Maintenant encore, il avait l'impression qu'elle avait entrouvert la bouche, comme quand on est sur le point de faire une remarque et qu'on se ravise en jugeant que cela n'en vaut pas la peine. Si elle avait parlé, elle aurait sans doute dit « Tu ne sais pas encore combien de sucre je prends dans mon café depuis 27 ans que tu es ma fille. » Elle ne le dit pas, peu importe, mais c'était dans son style. Vraisemblablement, bébé avait commencé par remplir les 5 tasses, car à la châtaigneraie, on ne se servait que de sucre dont chaque morceau était entouré de papier. Voilà pourquoi bébé avait éprouvé le besoin de parler, pour meubler un silence, attirer l'attention ailleurs, pendant qu'on fait un geste à la façon des prestidigitateurs. Est-ce que ses doigts tremblaient un peu? Est-ce qu'elle avait la gorge serrée? François, qui ne l'avait vue que de dos, ne pouvait pas savoir. En tout cas, dans le creux de cette main que chacun admirait, elle avait certainement un petit morceau de papier qui contenait de la poudre blanche. Un morceau de sucre, maman? Et toi, François? 2? Bien entendu, elle savait combien de morceaux de sucre prenait son mari. Mais tournant le dos à tout le monde, elle avait besoin de les sentir chacun à sa place, de les entendre pendant qu'elle retirait le papier qui enveloppait les 2 sucres et qu'en même temps, de l'autre papier, elle laissait tomber la poudre blanche dans le café. La preuve, c'est qu'ensuite, elle n'avait rien demandé à sa sœur ni à Félix. Une preuve encore, en y repensant bien, on en eût trouvé 100, elle oublia de verser la prunelle de Jeanne que pourtant elle avait empêché Félix de servir. Eh bien, si pendant que ces faits se déroulaient, François ne les avait pas envisagés dans le détail et avec toute leur signification, il avait néanmoins senti quelque chose d'anormal, d'équivoque, voire de menaçant. Pourquoi n'avait-il pas réagi? Sans doute parce qu'il en est toujours ainsi de ces sortes d'avertissements. Même quand il avait bu son café et qu'il lui avait trouvé mauvais goût, il avait failli le faire remarquer. Pourquoi s'en était-il abstenu? Parce qu'il avait l'habitude de garder ses réflexions pour lui. Parce qu'il n'y avait là personne, à part son frère Félix, avec qui il se sentait le moindre point commun. Quand elle s'était assise enfin, bébé devait se sentir soulagé puisqu'il avait bu sa tasse sans me dire. Pas la moindre idée d'empoisonnement. C'était le dimanche après-midi familial avec tout son vide somptueux et ses immenses champs de silence que chacun, enfoncé dans son fauteuil, traverse à son gré. Et celui qui ouvrait la bouche, le premier, semblait le premier arrivé d'un voyage sans histoire. François ne dormait pas, mais il n'était plus tout à fait lucide quand un malaise naquit quelque part en lui, et il en suivit avec étonnement le chemin à travers son corps. Indigestion, pensa-t-il d'abord. C'est le café. Faudra-t-il me déranger pour aller rendre? Cette perspective l'ennuyait, et presque aussitôt après, une sorte de frisson lui pinçait la nuque en même temps que ses tempes commençaient à battre. Il n'avait jamais été malade. Était-il resté trop longtemps au soleil? Cela gagnait. Il était moite. Pour la première fois de sa vie, il croyait sentir nettement sa moelle épinière dans sa colonne vertébrale. Il n'aimait pas être dérangé par les autres et il ne les dérangeait pas volontiers. Donc il se leva sans rien dire avec la seule peur de ne pas aller jusqu'au bout. Déjà, pendant qu'il traversait le terrain découvert dont le rouge lui paraissait plus agressif maintenant que jamais, il se disait « c'est pas possible ». Symptôme de l'empoisonnement, par l'arsenic. Il les connaissait, il était chimiste. Il heurta presque dans sa salle à manger Marthe qui rangeait la vaisselle dans le dressoir. Il ne lui dit rien, mais il vit son étonnement en le regardant passer. Il fallait faire vite. Dans la salle de bain, il eut juste le temps d'arracher son feu-col, son veston, de s'enfoncer un doigt dans la bouche.
Il vomit un peu et c'était brûlant. Il vomissait sur le carreau, peu importe. Puis, effrayé du froid qui le raidissait, il cria de la fenêtre « Félix !» Il avait peur de mourir. Il souffrait. Il savait qu'il avait encore de terribles efforts à accomplir. Et cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser « Elle l'a donc fait !» Bébé n'avait jamais menacé de le tuer. Il ne s'était jamais dit qu'elle l'empoisonnerait un jour. Pourtant, il était à peine étonné. Il n'était pas indigné non plus. À vrai dire, il n'en voulait pas à sa femme. « Qu'est-ce que tu as ? Appelle d'abord le docteur de toute urgence. » Pauvre Félix. Il aurait mieux aimé souffrir dans sa chair que de voir souffrir son frère. Il va venir ? Bon, va me chercher du lait dans le frigidaire. Ne dis rien aux servantes. Il avait le temps d'être content de lui. Est-ce qu'il ne pensait pas à tout? Est-ce qu'il ne faisait pas le nécessaire sans perdre son sang-froid? Et les trois femmes étaient toujours dehors, autour du parasol orange. Qu'est-ce que bébé pensait en regardant la fenêtre ouverte? Ainsi donc, c'était cela, pendant des années. Et personne n'avait rien soupçonné, pas même lui. Il s'était trompé comme les autres, ou plutôt, il n'avait rien vu. Ce n'était pas vrai. Ici, encore, comme pour les morceaux de sucre, n'avait-il pas senti parfois comme un avertissement? Il avait préféré ne pas comprendre. Il ne perdit pas connaissance, mais tout s'embrouilla néanmoins. Le docteur, Félix, effrayé, le lavage d'estomac, le froid des carreaux de la salle de bain, et des bras qu'on agitait en cadence, quelqu'un qui lui semblait assis à côté de lui, sur sa poitrine. Le docteur qui disait à Félix: « Votre frère a été empoisonné par une forte dose d'arsenic. Il a la chance de... » « Mais c'est impossible, dit Félix, qui aurait pu? Nous avons passé la journée en famille, il n'a vu personne. Écoutez, il faut téléphoner pour une ambulance. À quelle clinique dois-je faire conduire? » Des crampes le tenaillaient, du feu coulait dans ses entrailles, et néanmoins, grimaçant, il s'efforça de prononcer « Pas de clinique, à l'hôpital Saint-Jean. » Toujours la voix du docteur, qui était un brave homme consciencieux. « Et je suis obligé d'avertir le parquet. Un dimanche, le palais de justice sera fermé, mais je connais le substitut. C'est le 1880, je pense. Félix, demandez donc le 1880. » C'est alors que François avait dit, ou avait cru dire: « Je ne veux absolument pas, docteur. » Merci de votre écoute et vous voyez à quel point le style de Simenon est si direct, si à l'os, si essentiel, sans aucun artifice que de présenter des personnages qui nous bouleversent. Même cette bébé d'onge, on comprend, et d'ailleurs si vous lisez les livres, pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez à quel point ce geste n'est pas juste un geste crapuleux, n'est même pas un geste calculé, c'est un geste d'amour contrarié, c'est un geste d'amour absolu, dont on peut discuter, sur lequel on peut évidemment réfléchir, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement de l'amour absolu, et d'ailleurs cet homme, François, pardonnera, François comprendra, François a le sentiment d'être passé à côté de quelqu'un et à côté de l'amour, parce que ça a été souligné ce matin, la seule chose qui peut sauver les hommes et les femmes dans l'œuvre de Sinon, et on le sent implicitement dans chaque phrase, dans chaque intention, c'est l'amour. C'est la seule chose qui puisse sauver les humains. Tout le reste est artifice, intention ou interprétation. Et là, c'est un puissant roman d'amour et de mort, comme souvent chez Sinon. Moi, j'adore ce roman. Voilà. Dans des conditions qui sont particulièrement difficiles, parce que d'après ce que je sais, de ce côté-là, on n'entendait pas très bien les micros, mais non, mais c'est pas votre faute. Et dans le fond, évidemment, puisqu'on a bien vu qu'on a la conjonction avec une autre festivité qui se déroule là-bas. D'ailleurs, il y a une chorale qui va démarrer. On va attendre quelques minutes la fin de la prestation de la chorale qui va débuter là, avant
d'attendre avant d'entendre la prestation du juge Antoine B. Donc nous verrons ça dans quelques minutes si vous voulez bien. J'en profite pour vous dire que à 18 h, nous avons une séance de dédicace